Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le village de Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 7e chapitre de ce Super Flame Story. « 7 décembre. Andrew n'avait pas passé une très bonne nuit. Tant de questions se bousculaient dans sa tête. Lui, qui d'ordinaire avait toujours plusieurs coups d'avance et un avantage certain par sa connaissance de la magie, était décidément aussi perdu que l'inspecteur Bloom et ses hommes. Dans son bureau, accompagné de son fidèle ami à plumes Rico, l'homme à l'étrange porte, affalé sur son grand canapé, réfléchissait à voix haute. « Tu te rends compte, Rico, un autre propriétaire de porte, ici, à Marmottin. C'est dingue, non ?» Bah, des proprios de porte, j'en ai croisé pas mal durant ma vie, genre Oswald. Oui, mais Oswald est un cas à part. Lui, c'est un ancien propriétaire de porte. Il a renoncé à sa mission il y a plusieurs années. Je te parle d'un autre gars, potentiellement comme moi, en mission. La vraie question qu'il convient de se poser, c'est qu'est-ce qu'il fout là? Et qu'est-ce qu'il cherche, ce gars? Des livres, comme nous tous. Tu sais, Andrew, je t'en ai jamais vraiment parlé, mais le cas des propriétaires de porte, c'est une chose complexe. Bennett se releva. Qu'entends-tu par là? Le corbeau s'envola et se posa sur la table basse qui se trouvait juste en face du canapé. Certains propriétaires pensent, et je vais prendre l'exemple de ton prédécesseur, que l'aspect mission divine des propriétaires de porte, c'est des conneries, du flan. Tu prends pour exemple un criminel. Justement, tu ne trouves pas bizarre qu'un lambda mal intentionné comme Rupert Cromwell ait pu jouir pleinement de sa porte sans jamais avoir à subir de conséquences? Ce que je veux dire par là, Andrew, c'est que ces jolies obligations, ces fameuses lois qui figurent dans le contrat que tu as signé avec ta porte, on n'a jamais vu un propriétaire véritablement puni pour ne pas les avoir respectées. Rupert en était un parfait exemple. Andrew, en proie au doute, se fit plus sérieux. Tu es en train de dire que les propriétaires de porte n'adhèrent à leur mission que par pure croyance? Il semblerait. Personnellement, ma théorie, c'est que les dieux, lorsqu'ils ont créé les portes il y a des milliers d'années, ils veillaient effectivement au grain pour que les mortels qui en héritaient récupéraient bien les bouquins qui avaient rien à foutre dans les mondes humains. Sauf que les dieux, ça fait belle lurette qu'ils nous ont abandonnés, si tu veux mon avis. Et comme il n'y a plus personne là-haut pour garder la boutique, naturellement, au fil des siècles, certains propriétaires ont commencé à tester des choses. Toi, Andrew, t'es un grand traumatisé. Qu'entends-tu par là? T'es resté enfermé dans ce foutu bureau pendant 10 ans, sans la possibilité de pouvoir sortir. Du jour au lendemain, on t'a prouvé que la magie existait, et tu as connu une quantité incroyable de drames. Tu t'es laissé emprisonner dans ta propre cage mentale. La porte, les livres, la mission, ça t'a permis de passer outre les horreurs que t'as vécues. La plupart des humains se seraient flingués à ta place. Toi, t'as toujours tenu le coup parce que tu avais une forme de foi dans ce que tu faisais. Au fond, tu n'as peut-être pas tort. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai parfois pris des libertés avec la porte et les livres et que je n'ai pas spécialement été foudroyé sur place. Voilà. Et si je reprends le cas d'Oswald, lui, par exemple, quand il avait encore toute sa tête, c'était un gars à la cool. Un petit blagueur, un propriétaire de porte sympa qui ne se prenait pas la tête et qui essayait tant bien que mal de faire le bien. Son grand sacrifice à Picovan, c'était une sorte de prise de conscience, il l'a sans doute eu en vieillissant. Il a pigé que c'est justement parce que les dieux n'en ont rien à foutre des hommes qu'il faut que les hommes de bien qui le peuvent interviennent pour contrecarrer les plans des autres. Voilà, je pense qu'Oswald a fini par comprendre ça, d'où ce qu'il a pu faire à Picovan. Et sa résurrection sous la forme d'un gosse, comment tu l'expliques si les dieux n'existent plus? J'ai pas dit qu'ils n'existaient plus, j'ai dit qu'ils n'en avaient plus rien à foutre des hommes. Si ça tombe, ils ont fait revenir Oswald pour une raison qui nous dépasse. Je vois. Bref, ce que j'essaie de te faire comprendre, mon pote, parce que je te vois songeur par rapport à ça, c'est que s'il y a bien un autre propriétaire de porte à Marmottin,
Absolument rien ne prouve que vous allez faire copain-copain et partager un bol de graines. En parlant de graines, reprit Andrew en se levant, en veux-tu quelques-unes? Ouais, c'est pas de refus, mon petit. Au commissariat de Marmottin, l'inspecteur Bloom avait été convié à une réunion avec le commissaire Tassier et monsieur le maire. L'objectif, contrecarrer au mieux les plans de Phileas. Je l'ai jamais senti, ce gars. Il me paraît évident qu'il cherche à servir des intérêts qui ne sont pas en adéquation avec ceux des Marmottanais, déclara Tassier. Peut-être, reprit le maire. Mais nous sommes pieds et poings liés. Je dois donner ma réponse dans quelques heures, et si je ne le fais pas, la solution nous sera imposée. On pourrait faire bloc, répondit Bloom. On part sur le plan Vigie DPA, comme ça on garde de la marge de manœuvre, et dès qu'on voit que côté de la DPA ça bouge pas comme on voudrait, on leur fout des bâtons dans les roues. La réunion fut interrompue lorsque l'on frappa à la porte. C'était le capitaine Yupvig. Il avait été envoyé au poste par le colonel Hartmann. « Yupvig, qu'est-ce que vous foutez ici ?» demanda Tassier. Le soldat commença à expliquer avec son accent à couper au couteau. « Je viens de la part du colonel Hartmann. Nous avons reçu des instructions de mobilisation. Et il voulait vous prévenir. Il peut pas trop venir, lui, parce que Phileas, il garde un œil sur lui. Moi, j'ai l'air un peu bête, alors il me surveille pas trop. Mais j'en ai dans la caboche. »« Je n'en doute pas, Yupvig. Prenez une chaise, » répondit Tassier. « Merci, commissaire. Comme vous le saviez, Alias, avant d'être dans le coma, il avait des suspicions par rapport à la gangrène dans le DPA. Il avait chargé Hartmann et moi de trouver des gens fiables, et on a un petit groupe d'amis à nous. On va essayer de faire en sorte que ce soit des gentils de la DPA, en majorité qui viennent dans le Marmottin. » Oui, reprit Bloom. Je me souviens qu'Alias avait quelques craintes quant au fait que des gens de la DPA aient des accointances avec certaines personnes peu fréquentables comme Boglov ou Sattler. Oui, reprit Yupvig. Sattler, il fascinait grâce à ses recherches sur la magie. Il avait beaucoup d'appui politique, et certains hauts gradés, ils avaient tenté de contacter Boglov. Boglov et Sattler, même si c'est des salopards, ils ont des connaissances qui pourraient être profitables à l'armée, vous voyez. Je vois. L'État est prêt à marchander avec ses criminels tant que ça sert ses intérêts, répondit Tassier. Voilà, oui. Tout ceci est très intéressant, répondit le maire. Mais je ne comprends pas pourquoi vous recevez des ordres de mobilisation alors que je n'ai signé aucun document allant dans ce sens. Phileas, il est calculateur. Il sait que vous choisiriez Vigie DPA et il vous coupe l'herbe sous les pieds. Il n'a jamais été question de refaire protocole Centurion. Il veut tester Vigie DPA sur Marmottin. Alors il vous fait un ultimatum qui est le bidon. Ce qui explique pourquoi il est arrivé en ville quelques heures à peine après l'hospitalisation d'Alias. Il avait planifié sa venue, répondit Bloom. C'est très possible venant de Phileas. Il calcule beaucoup. En tout cas, nous, avec Hartmann, nos hommes, on est fidèles à Alias. Coma ou pas coma, peu importe. Alias, c'est notre chef. On veut servir la population d'abord. C'est tout à votre honneur, répondit le maire. Alors, voilà. Avec le colonel, on a un plan. On veut pirater le logiciel d'affectation de troupes pour faire venir prioritairement des gens qui sont amis avec Alias, oui. Mais on va avoir besoin du nom de code de l'opération pour savoir quel fichier il faut modifier. « Ce n'est pas Vigie DPA, le nom de l'opération ?» demanda Tassier. « Non, reprit Yupvig. C'est autre chose. Le nom de code, il sera sur le décret que doit signer le maire. »« Si je comprends bien, reprit Fabrice Pavier, il faut que je vous transmette le nom de code dès que j'aurai signé le papier, c'est ça ?»« Oui, c'est ça. Comme ça, on sait quel fichier on va devoir modifier. » Sur ces mots, Tassier, Bloom et le maire validèrent le plan proposé par Hartmann et Yupvig. Ils devaient se rendre à l'évidence, c'était à la fois la meilleure et seule option qu'ils avaient pour faire face au numéro 2 de la DPA, visiblement résolu à déployer des troupes sur le petit village. À l'extérieur, une véritable tempête de neige était en train de s'abattre sur le petit village. À quelques kilomètres du poste, alors que le lieutenant Andreas patrouillait en périphérie de la ville, celui-ci fut contraint de stopper brutalement son véhicule. En effet, il remarqua au beau milieu de la route, et malgré la vision difficile qu'imposait le brouillard typique des nuits d'hiver, une silhouette. Il y avait là un homme
qui déambulait au milieu de la route, nu comme un ver. Le lieutenant alluma sa sirène pour se signaler, accéléra légèrement et se gara à côté de l'homme qui s'était figé. « Vous allez bien, monsieur ?» Pas de réponse. L'homme, un vieillard affublé d'une longue barbe, semblait omnubilé par le ciel. Il fixait les flocons qui venaient s'écraser au sol. « Monsieur ? Vous m'entendez ?» demanda une nouvelle fois le lieutenant Andreas. L'homme resta silencieux. Il grelottait. « Pourquoi vous êtes tout nu, monsieur ?» Ne sachant pas trop comment réagir, le lieutenant Andreas se précipita vers son véhicule et sortit du coffre une couverture de survie. Il enveloppa l'étrange énergumène qu'il avait trouvé et le guida jusqu'à l'arrière du véhicule. Centrale, ici le lieutenant Andreas. J'ai trouvé un homme qui irait nu au milieu de la route à l'ouest de la ville. Je le ramène au poste. Au standard, c'était Josiane qui répondit. La vache, il doit avoir les grelots gelés, le pauvre. Des commentaires toujours aussi pertinents, Josiane. Ne changez rien. Tu peux compter là-dessus, mon chou. Allez à toutes. Hâte de rencontrer monsieur le nudiste. Allez, à tout de suite. Sur ces mots, le jeune lieutenant démarra. Il tenta d'entamer la conversation avec le vieux monsieur qui regardait le paysage à travers les vitres de la voiture de police. « Vous habitez où, monsieur ?» « Il neige! Oui, effectivement. Ça vous arrive souvent de déambuler à poil comme ça ? Il neige! Bon, vous êtes pas très bavard à ce que je vois. Le lieutenant alluma la radio pour détendre l'atmosphère. Et nous sommes de retour sur Marmottin FM, où nous accueillons une fois de plus Cassandra Darmin, qui aurait un scoop de dernière minute à transmettre aux Marmottanais. Oui, tout à fait, Maurice. Merci de m'accueillir dans vos studios. J'irai droit au but, comme à chaque fois. Je sais de sources sûres que d'ici quelques heures, un officiel de la division Plume d'Argent va rencontrer monsieur le maire. Il se pourrait bien qu'on ait à subir une nouvelle fois un protocole Centurion. Des suppositions qui pourraient s'avérer être assez graves. Quelles sont vos sources, Madame Darmin ? Désolé, mais je me vois contrainte d'invoquer le secret des sources. Mais soyez sûr d'une chose, d'ici 18h, une réunion entre Fabrice Pavier et un haut gradé de la DPA va se tenir à la mairie. Une information détonnante étant donné le contexte actuel et le traumatisme laissé par le protocole Centurion de l'an dernier. En effet. Pendant ce temps, au commissariat, l'inspecteur Bloom venait d'apprendre la nouvelle. Il discutait dans l'open space avec ses collègues, un café à la main. Les policiers furent rejoints par Bennett. « Bonsoir, messieurs. » « Salut, Andrew. » déclara Fonk. « Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle peut faire chier, cette Cassandra Darmin ?» lança l'inspecteur Bloom. « Moi, je pense qu'elle cherche en permanence à créer le chaos pour attirer l'attention. » déclara le capitaine Leblanc, avant d'être coupé par le commissaire Tassier. « Bon, messieurs, j'ai une annonce à faire. On part sur un maintien de l'ordre. Je viens d'avoir le maire au téléphone. Il y a la moitié de la ville qui est devant la mairie pour protester contre Phileas. » « Ah non, pas encore un maintien de l'ordre. » Les policiers s'équipèrent de tenues anti-émeute et se déployèrent au niveau de la mairie. « Bouh! Bande de voyous !» cria une marmottanaise en voyant les voitures de police arriver. « Pavier de mission! Pavier de mission !» scandait la foule. Le commissaire Tassier, qui avait pris l'habitude de voir les marmottanais se crêper le chignon pour un oui ou pour un non, monta sur le toit d'une voiture de police avec un mégaphone, tandis qu'un blindé de la DPA déposait Phileas devant la mairie. Bon, les amis, je vous invite au calme. Et monsieur Vinzier, rangez tout de suite votre fusil. Vous et moi savons pertinemment que vous ne savez pas viser droit, surtout quand vous êtes ivre, c'est-à-dire tout le temps. Paradoxalement, la décontraction du commissaire devint contagieuse et la manifestation devint rapidement pacifique. Le téléphone du commissaire Tassier vibra. Il venait de recevoir un SMS du maire. Opération J-Paet. Le chef de la police de Marmottin tendit son téléphone à l'inspecteur Bloom qui fila voir Hartmann avec le nom de code de l'opération. Quelques secondes passèrent et le maire se présenta à la fenêtre de la mairie. Comme un célèbre général, mais en plus ridicule, Pavier se mit à scander à la population, comme il le faisait souvent. « Je vous ai compris. » Entendez par là qu'il n'avait non pas signé un décret d'application pour le protocole Centurion, comme le craignaient les Marmottanais, mais un décret d'application pour Vigie DPA. Nom de code, Opération J-Paet, du nom de l'oiseau d'altitude que l'on pouvait croiser sur les hauteurs de Marmottin ou bien encore à Picauvin. Les Marmottanais qui étaient entassés devant la mairie finirent par rentrer chez eux, ne se doutant pas que d'ici demain, un convoi de la DPA viendrait grossir les rangs des forces déjà stationnées dans le petit village. Pendant ce temps, alors que la plupart des effectifs du commissaire étaient encore devant la mairie, le lieutenant Andreas conduisait en cellule le curieux nudiste qu'il avait rencontré plus tôt.
Vous allez passer la soirée ici, monsieur. Le temps qu'on sache qui vous êtes. Je vais aller vous chercher des vêtements, d'accord? Il neige? Oui, monsieur, il neige. Oh, il neige, il neige! Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à mes collègues, d'accord? Il neige!